Bonsoir. Après 15 jours d'absence, nous revoici sur ce plateau pour ce téléfoot. C'est avec joie que je vous retrouve et j'espère que le plaisir est partagé. Dans ce numéro, qu'allons-nous voir? Tout d'abord, le championnat de France. Vous savez que l'avant-dernière journée s'est déroulée hier soir, avec malgré tout des changements en haut du tableau, nous les évoquerons. Nous verrons aussi et surtout ce soir la première édition du jeu Téléfoot 1, que vous attendez sûrement avec impatience. Jeu à propos de la Coupe du Monde de football. Les rubriques habituelles et parmi celles-ci, deux portraits de joueurs de l'équipe de France et de Nantes, en l'occurrence Rio et Bossis. Mais auparavant, revenons un peu à mercredi, faisant comme l'on dit en cinéma un flashback sur le terrain de Furiani. Les Corses, qui étaient gâtés, jamais ils n'auraient osé espérer une finale européenne chez eux et jouée par une équipe locale, étaient quand même déçus pendant cette journée de mercredi. La pluie ne cessait de tomber et ils étaient inquiets. Pourtant, ils étaient venus de partout, d'Alesani à Tsicavo, du Cap Corse à Bonifacio. Ils étaient tous là. Mais on avait un doute sur l'issue du match, en tout cas, sur le fait qu'il aurait lieu ou pas. Le terrain était gorgé d'eau. Finalement, on décidait de jouer et vous savez ce qu'il est advenu. Malgré tout, on peut dire que Bastia, dans cette partie, sort la tête haute. C'est une façon de sortir grandi de ce duel dans la boue entre Bastia et Eindhoven. Commentaire de Georges Dominique. Voilà. Furiani, tout le monde descend. Une gare minuscule flanquée d'un terrain de banlieue qui seront pourtant cette semaine le nombril du football européen. Les Lions y effectuent une ultime répétition. On les sent fiévreux, c'est bon signe. Seuls deux d'entre eux donnent des signes d'inquiétude. Rep et Papy sont atteints des traditionnels bobos propres à leur boulot, luxation et élongation. Tous deux ont des problèmes à droite, mais l'un au coude et l'autre à la cuisse. Et s'ils sortent des rangs de temps à autre, c'est surtout pour consulter le soigneur. J'attends la fin de cette séance d'entraînement pour être définitivement fixé, mais enfin j'ai l'impression que ça va bien. Je crois que Johnny appréhende de moins en moins. Claude, c'est pas encore plat, il y a déjà un quart d'heure qui joue, donc je crois que ça devrait aller. Pour le blond hollandais, la blessure n'est plus que psychique. Pour le brun corse, la douleur est plus récente, mais ses accélérations prouvent que la jambe va bien tenir. Le dompteur Cahuzac est tout sourire, soulagé de pouvoir compter sur deux pions essentiels de son équipe. Et alors que les uns répètent, les autres mettent en place le décor, on assemble, on cloue, des bénévoles mettent la main à la pâte. Cette finale, c'est un peu l'affaire de tous. Tous y apportent leur contribution. On a rarement vu une cité aussi intimement et intensément liée à l'événement. Et cette communion s'accompagne parfois d'un certain goût. Il y a eu le Portugal, puis l'oiseau britannique qui a replié ses ailes, le taureau italien qui est sorti tête basse de l'arène, la jumelle est-allemande devenue complètement trouble, le coucou suisse subitement silencieux, et l'on voudrait maintenant couper les ailes du PSV. Bastia, perle du football, qui troquerait son joyau pour une couronne baptisée Coupe de l'Union européenne. Simple trophée de métal, mais convoité par beaucoup et qui mobilise ici toute une population. Midi, répétition en plein air. Minuit, répétition en vase clos. Ces noctambules viennent des Pays-Bas, l'épouse du gardien de but et de la fête, mais les Corses reçoivent et entendent bien sûr jouer les troubles fêtes. Alors Tintin, vous recevez même des Hollandais ce soir chez vous? Ben, les Hollandais, oui, ça me fait plaisir d'ailleurs, tu vois. Ils fêtent la victoire avant d'avoir gagné, tu vois. Oh, ils se sont déjà. Pourtant, ils vont se prendre un 2-0, ça c'est l'officiel. Parce que ça va être la guerre des fromages corse contre les fromages de Hollande. Oh, le fromage corse, je sais, ils sont mauvais, ils n'ont pas belle avec le fromage de Hollande, tu m'as compris. Les petits Suisses ont déjà été foutus, tu vois. Dans les fromages de Hollande, ils vont passer pour le problème. Éloignons-nous de la fièvre, quittons les passions de la ville et la mer pour nous enfoncer au cœur du pays. L'intérieur bout-il à la même température que celle enregistrée à Bastia?
Au hasard d'une courte escapade, voici la réponse de Castello, un hameau niché dans le maquis du Cap, c'est-à-dire au nord de l'île. Castello, 30 habitants l'hiver, 150 l'été. Son doyen, monsieur Tomei, bon œil et bon pied, de quoi se rendre vers son lopin de terre pour assouvir quotidiennement sa passion de l'agriculture. Qu'est-ce que vous faites de beau comme travail, monsieur Mattei? Tomei. Je laboure mon champ pour planter les pommes de terre. Vous êtes né à Castello? Non, au village en bas, dans un vieux moulin, En quelle année? en 1897. Et les Lions de Furiani, le Sporting, vous les suivez depuis quand? Ah ça, vous savez, Quand vous voyez ces joueurs avec le maillot bleu et la tête de mort, ça vous fait quelque chose? ça m'intéresse que ce sont des Corses qui jouent et qui gagnent. Enfin, moi, d'abord le drapeau français et puis celui de la Corse. Cette finale, Bastia va la gagner? J'espère que oui. Moi, j'espère. Enfin, ils vont se défendre, vous savez, quand ils vont se défendre. Hein. Vous croyez que les Hollandais seront plus forts que les autres? Ah, je crois qu'ils sont forts. Mais vous savez, à Bastia, il y a l'esprit de la chose, de la Corse, l'esprit du village, de la communauté. Et ils vont se défendre comme des lions. Petit drame pour monsieur Tomei, Castello ne réceptionne que les images de la première chaîne de télévision. Et ses 30 habitants vont devoir descendre dans la plaine pour suivre le match à la télé. Les 20 000 cartes postales que vous La télé qui est en place à Furiani quelques heures avant le coup d'envoi, Yves Morosi, Michel Denisot accueillent Tino Rossi, venu encourager ses compatriotes, au même titre que les 25 000 cartes postales contenues dans ces 2 sacs postaux. Pour un chanteur, une finale de Coupe d'Europe, ce serait un peu une sorte de disque d'or. En 3 mots, qu'est-ce que vous pensez des Bastiais, de leur performance? Je crois que c'est même plus dur qu'un disque d'or, parce que les disques d'or, il y en a beaucoup. Mais enfin, si Bastia gagne, c'est le premier club français à gagner la Coupe d'Europe. C'est ce que je souhaite. Ce soir, vous allez faire jouer vos cordes vocales dans les tribunes? À les tribunes, oui. Je vais crier tant que je pourrai. Lorsque le journal de TF1 13h s'achève, il fait beau, mais plus pour très longtemps. Car 1 heure plus tard, le déluge s'abat sur Furiani. Furiani, vu de l'intérieur, ça ne s'annonce pas très bien. À l'extérieur, c'est pire, de véritables petits étangs, en face desquels chacun essaye de trouver la parade idéale. Les Bastiais réclamaient la finale chez eux, sur leur terrain, ils l'ont eu, mais personne ne l'imaginait aussi mouillé. Les acteurs ne se dérobent pas, gardien de but est numéro 1, Iard est le premier à affronter l'Agadou. Eric Iard, la pluie, là, ce temps, ça vous inspire? Disons que ce soir, le terrain va être très gras et disons que c'est peut-être un terrain pour avantager les Hollandais et on verra. Par rapport à la demi-finale, qu'est-ce qu'on ressent intérieurement? Il y a un petit changement? Oui, un peu plus, ouais, parce que c'est une finale de Coupe d'Europe, c'est pas tous les jours qu'on fait une finale. J'espère que ça va bien se passer malgré la pluie. Papy pressé qui se faufile le long des murs, c'est pour se protéger de la pluie. Car ça continue de plus belle et pour faire face à la nature, on fait ce qu'on peut. Et parfois, ça paraît bien dérisoire. Quelques trous pour accélérer l'écoulement, sacs de sciure pour éponger, et bien sûr, l'inévitable saut balayette. Mais le match aura-t-il lieu ou non? Un seul homme détient la réponse. Le voici, cet homme qui débarque dans Furiani. Et les premiers pas de monsieur l'arbitre ne sont pas très encourageants. Monsieur Maximovic ressort immédiatement des vestiaires. Donnez-moi un ballon, s'il vous plaît. Seule façon de voir si c'est jouable ou pas. Plouf, ça n'a pas rebondi. Et ça n'a guère roulé. Apparemment, l'essai n'est pas du tout concluant, mais pourtant, Jules Philippi et l'arbitre yougoslave lèvent le pouce en signe d'OK. C'est OK, le match aura bien lieu. Mais derrière la décision de jouer se cachent d'autres intérêts, ceux par exemple de l'Eurovision ou ceux d'un calendrier surchargé.
Alors la décision de disputer la rencontre soulage tout le monde, même si le terrain n'est pas jouable. Et puis, miracle, le ciel referme ses vannes, juste 1 heure avant le coup d'envoi, moment choisi par Van de Kerkhoff et les siens pour débarquer. Van Beveren effectue une reconnaissance de sa zone de but. La moquette, c'est bien sûr pour une autre fois. Ah, est-ce que c'est jouable? On le saura après le match. De toute façon, il faut jouer alors. Encore si on dit que c'est un terrain favorable aux Hollandais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'espère, mais ça va être difficile pour tout le monde. Ça va avantager les défenseurs? Oh non, non, non. Ça va désavantager tout le monde. Vos joueurs avaient le sourire là en rentrant tout à l'heure. Oh, ils ont vu qu'ils l'ont après aussi. C'est toujours. Oui, sage Richvers, mais entre-temps et durant 90 minutes, on allait avoir droit à un spectacle de qualité, compte tenu bien sûr de ces conditions très spéciales. Et tout de suite, vous le constatez, en face d'un solide PSV, on voit un Bastia modèle européen qui se passe et se repasse le ballon. Un Bastia déterminé, techniquement très au point. En un mot, une équipe tendue vers la victoire. Il faut marquer chez soi et les Bleus font tout pour y parvenir. Les Blancs s'affolent et ils vont s'affoler dans les minutes qui suivent. Car les Bleus continuent sans relâche, le PSV Eindhoven est inquiet, Rep, Larios, qui rend à son numéro 7. Larios et un tir de l'Acuesta sur lequel Van Beveren s'est interposé. Festival de tête. Larios qui laisse à Burkhardt, un défenseur qui s'intercale à ses attaquants. Et finalement, une nouvelle balle de Larios et un nouveau dégagement manqué. On parlait d'affolement. Et bien là, les Blancs d'Eindhoven se sont une fois de plus inquiétés. Corner qui ne donnera rien. Mais Bastia va être inquiété à son tour ici par le démarrage du numéro 7 qui passe Guédon. Guédon qui n'a plus taclé. C'est Willy Van de Kerkhoff se retrouve seul en face d'Iyar. Heureusement, Iyar était là et il aura le gardien Bastiais 4 arrêts absolument déterminants au cours de cette partie. René Van de Kerkhoff qui a échappé à la défense bastiaise, André Guédon qui a manqué son tacle et il ne reste plus qu'Iyar de l'intérieur de la cuisse, c'est dégagé. Mais Bastia va retrouver ses esprits en cette fin de première mi-temps. Terrible coup franc ici de Larios des 25 mètres, mais qu'il paraît immense, le grand Van Beveren. Tellement immense que ses buts paraissent quelque peu rapetissés. Larios et Van Beveren qui se trouvaient sur la trajectoire et qui préfèrent assurer du point. Bastia domine, mais la menace du PSV est constante. Dégagement d'Iyar. Burkhardt, regardez ce qu'il va faire. Il va vouloir donner à Iyar, mais que se passe-t-il? Le ballon colle. Et qui est là? C'est Lupse, fort heureusement. Iyar était revenu. La mi-temps va alors survenir, rien de marqué, mais dans ce champ de labour, les acteurs ont tenté l'impossible, vous l'avez vu. On revoit l'action avec Burkhardt, un ballon complètement stoppé, Lupse, mais sortie très opportune de Pierrick Iyar. Et 0-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, alors là l'arbitre va être KO quelques secondes, c'est un fait inhabituel. Regardez, il vient de recevoir une balle mal placée, une balle à vous couper le souffle, et monsieur Maskimovic reprendra assez rapidement tous ses esprits. Balle ici pour Crimo et un danger blanc avec Lupse, puis Willy Van de Kerkhoff, mais Iyar se trouvait encore là. Iyar qui a dégagé pour la tête de Félix, qui avait remplacé l'Acuesta, et là c'est Johnny Rep qui se précipite, qui était fort bien lancé, genre de ballon qu'il affectionne, mais qui a été arrêté juste à l'extérieur de la surface de réparation. Rep qui affectionne ce genre de balle à terre, mais qui n'était bien sûr pas gâté par le terrain. Il s'en fallait d'1,50 m pour que l'arbitre ne siffle le pénalty. Les Bastiais obtiennent un coup franc qui est tiré par Papy et un rebond qui aurait pu être fatal à Van Beveren. Regardez ce qu'il paraît grand avec ses immenses jambes. Les Corses en tout cas ne sont pas découragés. Ils vont essayer d'attaquer jusqu'à la fin. Corner de Rep, Orlanducci. Attention ici, c'est la piscine. Orlanducci tout de même, Crimo, Papy. Et malgré ce pressing, Bastia pour la première fois ira chez l'adversaire sans avoir marqué le moindre but. Mais avec ces sacrés Bastiais, il est encore bien sûr permis de rêver.
Si vous aviez été à la place de Cahuzac, comment expliqueriez-vous la carence, le fait que Bastia n'ait pas pu marquer contre vous? Mais ils ont tout fait pour pouvoir marquer. Seulement, il y avait 2 morceaux du terrain. Un très mauvais. Et eux, ils ont pu jouer en offensif sur le bon morceau du terrain. En deuxième mi-temps, ils sont tombés sur un très mauvais terrain. Donc, il était à notre avantage, je crois, défensif. Et nous, on a pu contrer sur un bon morceau de terrain. Vu l'état de terrain et le spectacle qu'ils nous ont donné, je crois que c'est vraiment un match exceptionnel qu'ils ont joué. On a peut-être manqué le coche en première mi-temps quand on avait la bonne partie du terrain, où on n'a pas concrétisé notre domination. Enfin, après, en deuxième mi-temps, alors c'était pas jouable, parce que pour moi, le terrain n'était pas jouable. Bastia n'a pas pu faire voir là peut-être une plus grande finesse technique, comme l'a souligné Pierre, et sur un très bon terrain, au match retour, pourquoi pas marquer un but, mettre Eindhoven en difficulté, et 1-1, c'est la coupe pour Bastia. Et pourquoi pas? En d'autres temps, la fin de championnat que nous connaissons attirerait tous les intérêts du football, mais il y a l'Argentine, mais il y a les exploits de Bastia, et cette fin de championnat, pourtant mouvementée, passe un peu au deuxième plan. Pourtant, à une journée de la fin du championnat, on ne connaît pas avec certitude le champion. 2 clubs étaient en lice hier soir pour obtenir ce titre, Monaco et Nantes. Monaco a pris une option, et une option très sérieuse au stade de Louis II. Contre Metz, les Monégasques ont marqué 4 buts. Nous allons voir ce match avec les commentaires de Didier Roustan et des images de Lucien Gavinet. Devant le FC Metz, l'AS Monaco, qui joue en maillot rouge et blanc, doit l'emporter avec un maximum de buts. L'équipe de Nantes ayant à ce moment de la soirée un avantage d'1 but au goal average. Onis pour Nogues, qui tire juste à côté des buts gardés par Aitor. C'est la première occasion monégasque, on joue seulement depuis 5 minutes. Nogues, qui est avec Petit et Moisan le baromètre de cette équipe de Monaco. Un baromètre qui indique souvent le beau temps, comme mardi dernier contre le Paris Saint-Germain par exemple. Gardon qui remonte tout le terrain. Onis, tête de Nogues. Rouquette maintenant. Amouré dégage. Ici une faute de Delpierre sur Onis. C'est un coup franc bien placé en faveur de Monaco. Un coup franc qui est tiré par d'Alger au-dessus. Bien que malmenés en ce début de partie, les Messins se montrent dangereux en certaines occasions. Zégnier pour Pérignon. Pérignon qui va trouver le luxembourgeois Braun, qui tire malgré Correa et Vitalis, mais Ettori bloque bien le ballon. Encore Metz avec l'arrière droit Battiston. Rémy qui redonne à Battiston. Zégnier qui est bousculé par Vanouchi. Vanouchi qui n'est pas content. On se demande vraiment pourquoi. En tout cas, l'arbitre, M. Buils, a sifflé coup franc. Un coup franc indirect. Sénéchal pour Battiston. Le ballon frôle le poteau gauche. Début d'Ettori.